Et je vous ai écouté aussi sur... Et vous êtes un des rares, je dois le dire, à donner des justifications de à quoi est utilisée les aides publiques dans votre entreprise. Cependant, on a déjà un premier débat, Monsieur Bompard, puisque la première des questions, c'est autour de l'emploi, vous l'avez cité, emploi, pouvoir d'achat, et malheureusement, les chiffres racontent une autre histoire que celle que vous venez de développer. Je me permets de demander à l'administration de mettre le premier tableau que j'ai confectionné moi-même à partir des données que j'ai collectées. Alors, par contre, vous êtes d'accord pour la transparence, mais vous êtes un des rares groupes à ne pas mettre en accès libre les slides présentés à vos actionnaires. Alors, j'ai réussi à les obtenir, puisqu'il faut envoyer un mail, c'est extrêmement long. Donc, comme j'ai commencé le travail bien avant les auditions, j'ai pu commencer à obtenir les informations, et je tenais à vous le signaler. Donc, ça, c'est les éléments que vous présentez aux actionnaires, les chiffres aussi que vous avez donnés aux syndicats, plus ceux qui sont dans la presse. Donc, je les ai mis que si je les ai recoupés au moins 2 fois. Mais je mets 2 bémols. Pour le CICE, le 134 et le 132 sont des données estimées. Donc, si vous dites 125, je voudrais bien rétablir le tableau, je le précise. Le deuxième chose, c'est sur les bénéfices réalisés sur l'année 2017, moins 531. Ça, c'est les bénéfices réalisés, mais vous avez fait un bénéfice réalisé ajusté en positif, mais j'ai laissé le bénéfice réalisé négatif, puisque le ajusté, vous avez dégradé les magasins en Italie, donc ça refait un bénéfice net ajusté. Bon, autrement, c'est tous les montants et les dividendes. Le dernier, c'est 2018, ça c'est le seul que vous n'avez pas communiqué, mais comme vous avez mis 774 millions de titres Carrefour en circulation, ça j'ai trouvé, et comme l'Assemblée Générale avait tourné au 0,76, j'ai fait 774, plus le montant qu'avaient décidé les actionnaires, donc c'est une estimation. Je dis ça parce que je veux que les chiffres soient extrêmement. Donc ça, c'est le premier tableau. Donc, CICE, ce que vous nous avez dit à peu près, 125, bon, 134, 744 millions de CICE sur 6 ans. Les exonérations, c'est à peu près ce que vous nous dites, sachant qu'elles ont été un peu plus élevées en 2015 et 2014, je vais y revenir. Donc le total, c'est 2 milliards 33 millions d'euros de cotisation et de CICE, c'est quand même extrêmement important. Les bénéfices nets réalisés, c'est 3 milliards 555 000, et les dividendes versés, c'est 2 milliards 865 000. Donc, ce qui est une autre façon non, mais je veux dire, c'est juste une autre façon de dire le 350 x 6. Voilà, tout à fait. Non, ça fait 6 ans, ça fait 2 milliards. Tout à fait. Mais donc, les chiffres que je donne là sont réels. Bon, je vous remercie. Vous les contestez pas, c'est d'ailleurs les vôtres, et je le redis. Je les connais pas ceux-là. Mais c'est les vôtres. Par ailleurs, étant arrivé en 2018, mais ces chiffres me vont très bien. Ça doit être ça. Mais je vais vous les donner, puis si vous les contestez, vous nous le direz. Et c'est ceux de présenter aux actionnaires, aux syndicats, recoupés, plus avec la presse, plus les 3 bémols que j'ai mis. Donc les 2 dernières années où c'est une estimation, et le 356 millions de dividendes qui n'est apparu ni dans les chiffres donnés à l'AG des actionnaires, ni dans la presse. Mais comme il y a 774 millions de titres Carrefour à ce moment-là, et que le montant de l'action a été voté en Assemblée Générale, j'ai juste fait la multiplication. Et mon deuxième tableau, si vous le permettez, donc gardons bien celui en tête, il est sur l'évolution des effectifs de Carrefour. Carrefour Monde, mais aussi et surtout sur la France. Attendez, ne bougez pas. Alors, je suis désolé parce que je l'ai envoyé à l'administration il y a quelques minutes. C'est pas très sympa et je m'en excuse auprès de l'administration. C'était pas les mettre dans les meilleures conditions, donc qu'ils veulent m'en excuser. C'est toujours le même, mais il arrive. Ah, t'as envoyé 2 fois le même. Bon, alors je vais les donner à l'oral. Non, mais bougez pas. Bougez pas. C'est pas grave. Vous l'avez. Bon, bref, je l'ai là. Donc, en 2017, on avait 112 000 salariés en France. En 2018, 109 000. En 2019, 101 000. En 2020, 96 000. En 2021, 92 000. En 2022, 80 000.
En 2023, 74 418. C'est-à-dire donc, ça c'est la présentation 30 de votre slide aux actionnaires. Voilà, ça c'est le tableau 30 de la présentation aux actionnaires. Donc là, j'ai repris tel quel parce qu'il est éclairant pour moi. Je n'ai pas eu besoin de refaire. Donc dans le monde, 217 000 salariés en 2017. En 2023, 166 000. Et ça, je le dis, c'est avant le débat Carrefour 2026 avec le débat location-gérance. Nous y reviendrons. C'est donc en diminution constante des effectifs en France. D'ailleurs, vous l'estimez, c'est la plus forte en France régression, moins 33%. D'ailleurs, en 2018, c'est dans les services généraux. En 2019, c'est un PSE de 2300 salariés. En 2020, c'est la suppression de plusieurs centaines d'emplois dans les sièges et supports. 2021, malgré l'acquisition de Bon C'est Bon, vous êtes quand même, et donc de nouveaux salariés qui intègrent le groupe, vous reculez quand même en termes d'emploi. Et en 2023, c'est une rupture conventionnelle de près de 1000 emplois, pour être tout à fait précis, 979. Donc j'en viens maintenant à ma question, parce que je voulais l'éclairer, vous voyez, avec des données chiffrées, solides, consolidées. J'ai passé des heures à dépatouiller tout ça. Donc vous nous dites, et moi je veux bien vous croire, que l'argent public sert à l'emploi. Le problème, c'est que, comme la confiance n'exclut pas le contrôle, quand on rentre dans les faits, donc il y a l'argent public qui est donné, je l'ai rappelé tout à l'heure, et quand on chiffre CICE plus exonération de cotisation, ça reste 2 milliards sur 6 ans, c'est pas négligeable, surtout quand on voit les bénéfices à côté et les dividendes, voilà. Et c'est vos tableaux, l'emploi a reculé de 37 990 sur, là aussi, 6 ans. Donc, en réalité, l'argent public, là, ne sert pas à maintenir l'emploi, c'est plutôt même l'inverse. Est-ce que vous pouvez réagir sur ces données? Je vous remercie. Monsieur le rapporteur, merci du travail que vous avez fait. Je vais malheureusement devoir y apporter beaucoup de contradictions. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Ah non, mais justement, j'aime ça. D'abord une contradiction méthodologique. Oui. On ne peut pas, pour un des exercices, prendre les années 2013-2018 et pour le deuxième, se dire, tiens, si je prenais les années 2019-2024. Mais si vous faites une comparaison, vous le faites avec les mêmes années. Mais c'est pas grave. Non, monsieur Bombard, je vais vous répondre. J'aurais bien voulu le faire. Oui, mais le problème, c'est que comme vous n'étiez pas en accès libre, vos données, vous êtes le seul. Hein. Non, mais je comprends bien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous ne pouvez pas prendre. D'accord. Vous nous auriez demandé, on vous les aurait donnés, mais vous ne pouvez pas dire pour un élément, je prends 2013-2018 et pour l'autre, je prends 2019-2024. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va dire que c'est un biais méthodologique. Non, mais c'est pas ça. Prenons les trois premiers alors. 2017, 2018, 2019. Pardon, je vais continuer. Donc ça, c'est un biais méthodologique, mais c'est pas grave. Ce qui importe, c'est ce qu'il y a dans ce tableau. Vous avez raison. Bon, d'abord, vous le constaterez, il n'y a pas tout le groupe, évidemment, puisqu'il y a tout un tas de pays où nous sommes qui ne sont pas là non plus. Une deuxième erreur méthodologique, mais c'est pas grave non plus. Troisième erreur, nous allons maintenant parler de la France, parce que là, c'est le sujet qui finalement vous intéresse. Hein. Les autres vous intéressent intellectuellement, mais votre question, évidemment, c'est le lien à l'emploi en France. Encore une fois, j'oublie le biais méthodologique de votre calcul qui, de fait, n'a pas de sens puisque vous comparez des choses qui ne sont pas sur les mêmes années. Si vous me donnez les données, je le ferai. Je vous les donnerai avec un immense plaisir. Alors, c'était d'ailleurs le propos que j'ai tenu tout à l'heure. Qu'est-ce que nous avons fait depuis mon arrivée? Puisque finalement, moi, je suis comptable de toute l'histoire de Carrefour, mais alors encore plus à partir du moment où j'en ai pris la responsabilité, c'est-à-dire en juillet 2018. Est-ce que vous savez combien nous avons fermé d'hypermarchés depuis mon arrivée? Monsieur le rapporteur, puisque vous suivez très près le secteur. Allez-y, développez, je répondrai après. En France, 0. Nous avons fermé 0 hypermarché. Quand je suis arrivé, il y avait une cinquantaine d'hypermarchés qui perdaient entre 5 et 10 millions, et on me demandait de les fermer. Alors, qu'est-ce que nous avons fait, en quelques mots? Qu'est-ce qu'indique ce chiffre, au fond? Il parle du sujet dont vous dites qu'il n'est pas dedans. Ben si, bien sûr, il est dedans. C'est justement la franchise et la location-gérance. Qu'est-ce que nous avons fait? Les seuls plans sociaux que nous avons faits, enfin, pas plans sociaux d'ailleurs, plans de départ volontaire, c'est des plans de... Sauf 2019. C'est des plans de siège, d'accord? C'est des plans de... Ceux-là, je les revendique parfaitement, comme je revendique d'ailleurs tout ce que je fais. Plan de siège, sauf 2019, c'est un PSE, 2300 personnes.
95%. Ce que nous avons fait, c'est des réductions. Non, attendez. Pas qu'il n'y en a pas. Il y en a vraiment, je vous ai laissé parler. Ou alors, je ne vous donne pas de réponse. Mais si vous voulez que j'ai des réponses, il faut me laisser y aller. C'est des plans de départ volontaire de sièges. Des plans de réduction de sièges, parce que j'ai estimé que les coûts de structure de nos sièges étaient trop importants pour notre activité, pour se mettre en situation concurrentielle acceptable par rapport à nos principaux concurrents. En revanche, c'est là que vous avez un point, et c'est un point évidemment qui est très intéressant. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire sur les hypermarchés? On a pris la décision de refuser une fermeture d'hypermarché. Vous êtes élu territorial, vous êtes tous élus territoriaux, vous savez ce que signifie la fermeture d'un hypermarché dans un territoire. La décision que nous avons prise, c'est, contrairement à certains de nos concurrents qui n'ont pas pu faire autrement parfois, c'est ne fermons pas d'hypermarché, mais transformons-les. Transformer un hypermarché, ça peut vouloir dire deux choses. Le transformer avec notre mode de gestion, toute l'énergie des équipes pour transformer l'hypermarché, on n'a pas le temps ici de le développer, ou recourir à un mode de gestion différent, qui est la franchise ou la location-gérance, c'est-à-dire demander à un entrepreneur, qui peut être soit un directeur de magasin, soit un entrepreneur du secteur, de prendre la responsabilité d'un magasin. J'ai un magasin hypermarché Carrefour, j'ai un entrepreneur qui décide de s'engager en location-gérance et en franchise, qui devient donc l'équivalent d'un Leclerc, d'un Intermarché, d'un U, qui récupère donc le magasin et la responsabilité de ce magasin. Nous avons passé chaque année une quarantaine de magasins, 15 hypermarchés, 25 supermarchés, en location-gérance ou en franchise. On ne l'a pas passé évidemment comme ça. On a négocié avec les partenaires sociaux une garantie sociale, une clause sociale qui prévoyait évidemment, outre le maintien du contrat, ça va de soi, le maintien de 90% des avantages de la situation Carrefour à la fin des fins. Quand vous passez d'un modèle de salarié Carrefour à un modèle de salarié en location-gérance, ce que vous avez perdu, de manière incontestable d'ailleurs, vous l'avez perdu, c'est une semaine de congé qui avait été octroyée dans le temps. Mais grâce à la clause sociale négociée par les organisations syndicales, et très bien négociée, ils ont joué leur rôle, voté et adopté par un accord majoritaire, nous avons une clause sociale. Et donc, chaque année, nous avons une quarantaine de magasins, qui sont les magasins qui souffrent, qui sont les magasins qui perdent de l'argent, qui sont les magasins que normalement je devrais fermer, qui passent en location-gérance et en franchise. Est-ce que ces salariés ont un emploi? Oui. Est-ce qu'ils ont un emploi, ces salariés? Est-ce qu'ils ont un salaire? Est-ce qu'ils ont des primes? Oui, bien sûr, ce sont des salariés comme des salariés. Vous ne diriez pas d'un salarié Leclerc qui n'est pas salarié. Vous ne diriez pas d'un salarié Intermarché qui n'est pas salarié. Vous ne diriez pas d'un salarié U qui n'est pas salarié. Ce sont donc des salariés. Et à votre chiffre, je vais vous en donner un autre, le nombre d'emplois des personnes qui travaillent sous enseigne Carrefour. Moi, ce qui m'intéresse, c'est... Je suis patron de Carrefour. Je veux savoir combien de personnes travaillent chez Carrefour. On est passé de 125 000 à 170 000. Pourquoi? Parce qu'il y a 85 000 salariés qui sont des salariés intégrés Carrefour et 85 000 qui sont des salariés franchisés ou locataires gérants. D'accord? Soit parce que j'ai transféré les magasins hypermarchés, supermarchés, soit parce qu'on ouvre des magasins en proximité. Vous savez qu'on ouvre 450 magasins par an en proximité. Autrement dit, à votre raisonnement qui est de dire Carrefour a réduit l'emploi de 33%, je ne sais pas d'où viennent ces chiffres, mais non, mais qu'importe. Pour le coup... C'est les vôtres. Non, mais pour le coup, je suis d'accord avec vous. Si on prend... mais c'est les vôtres. Hein. Non, attendez. C'est la slide 30 présentée aux actionnaires. Pardon, ceux-là, ils ne sont pas inventés. C'est les vôtres. Mais moi aussi, pardon. Voilà. Combien de personnes travaillent dans un magasin Carrefour en France, aujourd'hui, en 2025, 170 000. Combien de personnes travaillaient dans un magasin Carrefour en France quand je suis arrivé? 125 000. Donc, la réalité, c'est que la transformation que nous avons faite, par la transformation interne, par la franchise, par la location-gérance, par la proximité, a permis à la collectivité au sens large, qui est aujourd'hui 35 000, 40, 45 000 personnes de plus qui travaillent dans un magasin par Carrefour. Vous voyez le raisonnement. Le raisonnement consistait donc à dire, ne fermons pas de magasins, recourons à des entrepreneurs pour gérer des magasins que nous n'arrivons pas à gérer. Quand on fait ce raisonnement-là, et quand on le conduit, quand on le mène, ces magasins ont été sauvés. On n'a pas fermé un hypermarché, vous vous rendez compte? Pas fermé un hypermarché en France. Tout ça nous a permis de développer l'emploi. Pardon, monsieur, si je peux apporter... Allez-y. Président, il me semble qu'il n'y a pas eu de PSE en 2019. Hein. C'est une rupture collective, signée majoritairement avec des syndicats majoritaires.
Il n'y a pas eu de PSE. Bah si, 2019, 2300 emplois. 2023, une rupture conventionnelle de 979. 2019 aussi. Non, ça, je le conteste, et après on peut tous contester. Ça Et de toute façon, j'ai un débat avec ça, c'est que les plans de départ volontaires, moi je le redis ici, je pense que ça... Les plans de siège, hein. Donc oui, les plans de siège ou plans de départ volontaire, rupture conventionnelle. Moi, je connais personne qui se lève un matin et qui dit, tiens, j'ai envie d'être licencié. Alors effectivement, on va toujours me trouver le contre-exemple de la personne qui est super heureuse de prendre 50 000 € et de créer son entreprise. Mais la majorité, la majorité des gens, c'est pas ça. Un plan de départ volontaire, voilà. C'est jamais une bonne nouvelle. C'est un plan de départ volontaire. C'est jamais une bonne nouvelle pour une entreprise, bon, ni pour un siège. Allez, on va commencer par prendre les points d'accord sur lesquels on veut. Exactement. La deuxième, c'est le rebiais idéologique. Vous avez raison, mais je redis, moi, c'est les chiffres que j'ai eu à ma disposition. Ouais, je vous tiens juste le raisonnement, puisque mais vous avez tout à fait raison. Tout à fait raison. Voilà, donc, je vous dis, vous avez raison. Sauf les 3 premières années sont les 3 dernières. Donc, on pourrait comparer, évidemment. Et je vous redis que vous êtes les seuls à ne pas mettre l'ensemble des slides à disposition. Donc, je vous invite, puisque vous êtes dans un souci de transparence, je pense que comme les autres... de notre secteur. Bah ouais. Ouais, Auchan le trouver. On est la seule entreprise cotée, hein, donc comme on est la seule entreprise cotée, a priori vous l'avez trouvé chez personne. Il y a d'autres entreprises cotées qu'on a auditionnées. Dans d'autres secteurs, d'accord. Voilà, je le précise. Voilà, donc en tout cas, bon, j'ai réussi à les obtenir. Et la dernière chose, puisque on va mettre le passé de côté, même s'il était intéressant quand même de remettre sur le CICE, de toute façon vous êtes à 330 millions d'euros d'accompagnement, ce qui est comparé. Donc on pourrait faire le même tableau pour 2018, 2019, 2020, sauf les 125 à 130 millions de CICE, de fait, qui ont disparu, comme pour l'ensemble de l'entreprise. Mais j'en reviens, parce que la question, c'est l'emploi. Et vous avez parlé autour de cette question d'emploi, et vous le savez, il y a un débat autour de la location-gérance, et pardon de le dire, y compris des syndicats, pas les plus révolutionnaires qui soient, viennent d'ailleurs et ils ont donné raison à personne. Le tribunal a dit qu'ils ne pouvaient pas juger sur cette question de la location-gérance. La CFDT avait mis en doute la question de la location-gérance, qui, vous le savez, fait beaucoup de casse sociale. En tout cas, ce n'est pas la même attente sociale que de passer quelqu'un qui est salarié chez Carrefour avec des acquis conquis de lutte, et évidemment d'une entreprise qui compte 110 000 salariés, à se retrouver d'être salarié d'une entité de moindre importance et donc de perdre des acquis sociaux. Et donc là, il y a une question, c'est que c'est le groupe qui est accompagné sur la question de l'emploi, et vous avez donné les chiffres. Pour 2014, pour que nous nous mettions d'accord sur le même référentiel, c'est 255 millions d'exonération de cotisations sociales. Et dans le même temps, des emplois qui continuent à décroître, notamment, il y a eu des PSE ou des plans de départ volontaires. On va pas... En tout cas, il y a eu régulièrement, et sur le siège ou les fonctions support, des plans de départ volontaires ou des plans de licenciement. Et enfin, vous dégradez les conditions d'emploi avec la question d'une quarantaine, à peu près, je crois que c'est 300 depuis 2017, une quarantaine de prévus pour 2025, 39 je crois, 39, sur la location-gérance. Il y a quand même une question, c'est qu'il y a la question d'abord de l'emploi, M. Bompard, et il y a la qualité de l'emploi. Parce que c'est deux choses évidemment complémentaires, et ce n'est pas la même chose. Enfin, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous comprenez bien que ce n'est pas la même chose d'être salarié Carrefour d'un groupe extrêmement puissant comme le vôtre que d'être seulement salarié d'un hyper qui compte 150 salariés. Je rajouterai juste une question, parce que ça peut être intéressant aussi de le savoir. Ce qui a motivé cette décision, qu'est-ce qu'il en serait aujourd'hui si vous n'étiez pas passé par là ? Parce que c'est important de savoir si les salariés qui étaient effectivement salariés Carrefour, et vous avez quand même des conditions de travail, de rémunération, des droits supplémentaires, des avantages supplémentaires quand vous travaillez pour un grand groupe, quand vous travaillez pour une plus petite entreprise. Qu'est-ce qui se serait passé pour ces salariés si vous n'aviez pas pris cette décision d'allocation, c'est de l'allocation gérance, c'est ça, on en serait où aujourd'hui si toutefois, mais je pense que vous l'avez fait, parce qu'au bout de 5 ou 6 ans, forcément, vous faites régulièrement un bilan des décisions que vous prenez
Et si vous continuez, c'est que vous avez jugé qu'il était utile de le faire. Et puis, je trouve la question du rapporteur intéressante sur le fait de savoir... enfin, je les trouve toutes intéressantes, monsieur le rapporteur. Mais il y a une question qui me effectivement, c'est de savoir que les aides dont on a parlé, elles n'ont pas, elles, baissé au fur et à mesure des années. Est-ce que c'est uniquement des aides versées au groupe Carrefour ou est-ce qu'il y a un ruissellement derrière sur tous ces magasins qui sont sous franchise ou en location-gérance et donc ruissellent sur l'ensemble des emplois aujourd'hui tenus à la fois par la maison Carrefour mais aussi par les magasins en location-gérance. Merci. Merci à tous les deux de ces questions. Elles sont évidemment au cœur des réflexions qu'on a depuis mon arrivée et du pilotage de la France, au fond, qui est un de nos pays, mais qui est un pays absolument déterminant, essentiel, cœur de notre modèle. Je vous le disais en introduction, souvent dans les introductions, on pense que ce sont des formules toutes faites, mais la réalité, c'est que notre secteur souffre. L'autre jour, vous avez reçu un de mes collègues d'une magnifique enseigne qui était un fer de lance, un fer de lance mondial, qui est en souffrance. Il y a un autre groupe qui a été aussi un fer de lance mondial, que je ne vais pas citer parce que c'est inconvenant, mais qui est en immense difficulté. Il n'y a pas beaucoup de secteurs d'activité, quand vous regardez tous les secteurs d'activité, où vous dites que 2 des plus grands groupes qui faisaient partie du top 15 mondial sont en immense difficulté. Ça dit quoi? Ça dit que c'est un secteur sous immense tension. Ça dit que c'est un secteur à faible marge. Et ça dit qu'en France, la concurrence est extraordinairement forte. D'où vient cette concurrence? Elle est très louable, aucune critique dans ce que je vais dire. La concurrence en France, elle vient de modèles indépendants, mutualistes, à la Leclerc, à la Intermarché, etc., qui ont très bien réussi, qui sont des gens pour lesquels j'ai énormément de respect, qui ont réussi sur un modèle qui est un modèle beaucoup plus efficient en termes de coûts. Et donc, des grands groupes très en difficulté, des groupes indépendants qui sur des modèles d'entrepreneurs franchisés qui fonctionnent très bien, et donc le groupe Carrefour. À votre question, qu'est-ce qu'on aurait fait si on n'avait pas fait ça? La réponse j'ai avec mes équipes permis qu'on n'ait pas à la donner. C'est que moi, je voulais absolument éviter la fermeture d'hypermarchés. L'autre jour, on était dans un contentieux avec un syndicat pour lequel j'ai un profond respect. Et il y a eu un moment qui m'a... Je me suis dit, mais est-ce que vraiment c'est le syndicat que je connais qui répond ça? Parce qu'ils ont dit cette formule qui est folle. J'aurais préféré un PSE, j'aurais préféré des licenciements à des passages en location-gérance. J'aurais donc préféré la fermeture d'un magasin à un passage en location-gérance, c'est en franchise. Vous savez que les salariés le vivent mal. Non, vous le savez. Juste, vous me permettrez de connaître un peu l'entreprise dans laquelle je travaille. Bien sûr. Tant mieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand on passe un magasin? Vous avez raison, quand vous êtes salarié depuis 30 ans de Carrefour, vous êtes salarié depuis 30 ans de Carrefour, et qu'un beau matin, on vous dit... D'abord, c'est pas un beau matin. Il y a 2 choses qu'il faut avoir en tête. Un commerçant, c'est quelqu'un qui est sur le terrain tous les jours. Quand depuis 5-10 ans, il voit son magasin comme ça, qui perd de l'argent, qui perd de part de marché, il y a une inquiétude qui est une inquiétude très forte. Ils le vivent. Cette inquiétude-là, ils le vivent. Donc on a une 50aine de magasins où on avait des salariés qui savaient que c'était en souffrance. Néanmoins, votre point est très juste. Le jour où vous leur dites, il y a un entrepreneur qui va reprendre votre magasin parce qu'il y croit, parce qu'il va développer de nouvelles méthodes, parce que c'est un entrepreneur de terrain, il y a une inquiétude. Et l'inquiétude, elle est réelle et elle est même légitime. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait 5 ans qu'on fait ça, 40 magasins par an. Quand on regarde la situation, 5 ans après, ça fait 200 magasins. Sur les 200 magasins, il y a combien de magasins qui se sont améliorés, voire qui ont été complètement sauvés? 195. Ça veut dire qu'on a 195 dans lequel les salariés des magasins constatent que le magasin qui perdait de l'argent n'en perd plus, le magasin est sauvé, et le magasin finalement devient un magasin qui fonctionne avec des règles entrepreneuriales, avec le maintien, évidemment, du salaire et du contrat. Non, mais j'essaye pas de vous convaincre, je vous donne juste la situation. Et d'autre part, une clause sociale qui a été négociée, c'est-à-dire qu'il y a une clause sociale qui accompagne le départ. Donc vous gardez votre salaire, gardez votre contrat, évidemment, et votre ancienneté, ça va de soi, mais par ailleurs, il y a une clause sociale. Quand on peut éviter, évidemment, on l'évite. D'ailleurs, la majorité de nos magasins hypermarchés restent des magasins intégrés.
Mais je préférerais toujours avoir des entrepreneurs qui sont des gens très louables, qui sont des entrepreneurs de ce métier, comme vous avez du respect pour un indépendant Leclerc, et vous avez raison, comme vous avez du respect pour un indépendant Intermarché. Ce sont des entrepreneurs qui décident de s'engager et de partir dans une aventure entrepreneuriale avec des salariés. Je préférerais toujours cette option-là à la fermeture et au plan social, parce que franchement, le plan social, c'est ce qu'on peut faire de pire. Parce qu'un plan social dans un hypermarché, c'est des centaines d'emplois concernés, mais c'est des centaines d'emplois indirects. Je ne vous demande pas un satisfecit pour ça, mais on n'a pas fermé de magasin. Le pire aujourd'hui, si je me présentais devant vous en disant, écoutez, quand je suis arrivé en 2018, je me suis rendu compte qu'il y avait 40 magasins qui perdaient 10 millions chacun, je les ai fermés. Là, vous seriez en droit et même en responsabilité de me dire, mais dites-moi les aides, vous vous moquez de moi, vous avez supprimé 40 000 emplois et vous avez ça. C'est pas ça qu'on a fait. Encore une fois, je comprends le débat. Je comprends parfaitement, je sais combien on a des salariés qui se sont dit le passage, c'est un changement de statut que je n'aime pas. Mais comprenez bien que ça nous a permis de sauver notre modèle, et de sauver les hypermarchés et de permettre à Carrefour de rester un grand acteur français et mondial. On arrive. Mais merci de la discussion. Et sur le ruissellement des aides, est-ce que ça les aides bénéficie dont on parle, aussi c'est les aides Carrefour. Les aides de Carrefour. C'est Carrefour. Non, mais on n'arrivera pas à se mettre d'accord, mais vous reconnaissez, et bon, peut-être qu'on va finir sur un point d'accord, parce que ça se fait de toute façon, ce passage en location-gérance, non pas au détriment de l'emploi, mais au détriment des conditions de travail. Et vous le dites extrêmement bien, vous dites, il y a des managers qui arrivent, c'est des entrepreneurs, ils se respectent, évidemment, et les méthodes permettent de remettre les choses à l'équipe. Donc les méthodes, c'est quoi? Elles se font pas sur la question économique, elles se font sur la question évidemment des conditions de travail, vous le savez. Si je peux me permettre, c'est mon métier. Mais oui, mais d'accord, vous pouvez vous permettre. Je peux vous dire qu'un entrepreneur du commerce, la manière dont il sauve le magasin, c'est pas sur le social, c'est sur l'énergie commerciale qu'il met à titre principal. Oui, d'accord.